Salut à tous, bienvenue dans ce 9e épisode de .ai. Aujourd'hui, on va parler de marketing. Ça fait suite à un petit échange que j'avais eu sur LinkedIn avec l'un d'entre vous. Et puis c'était voilà, un échange sur comment faire l'introduction sur le marché d'un produit, comment en faire la promotion. Je me suis rendu compte que c'était la galère et le nerf de la guerre pour plein de projets qui étaient aussi construits par des ingénieurs. Et c'était cet aspect de comment est-ce que on arrive à trouver une audience, comment est-ce qu'on arrive à trouver les premiers clients payants. Et au cours des dernières années, j'ai pas mal itéré, j'ai essayé pas mal de trucs, alors avec des succès toujours euh, plus ou moins avérés derrière, mais en tout cas je me suis dit que c'était l'occasion d'aborder un petit peu cet aspect du marketing parce qu'il y a vraiment trop de projets vraiment cool qui meurent sans jamais trouver de marché, sans jamais trouver de clients, sans jamais trouver d'investisseurs, sans jamais voir le jour vraiment. Et puis qu'avec les années, je me suis vraiment rendu compte que le marketing faisait la différence entre un échec complet et un succès phénoménal. Et ça a très souvent peu de choses à voir avec la complexité de la tech ou de la proposition de valeur qui se situe derrière. On peut faire un business aussi simple que de vendre des cookies à emporter et que ça marche de fou à partir du moment où il y a un bon marketing. Donc voilà, l'idée de cet épisode, c'est de passer sur quelques définitions, comment définir sa strat marketing, sa strat communication, faire son analyse de la concurrence, les premières, vraiment la phase d'implémentation, comment est-ce qu'on va mesurer, itérer, et puis après deux petits hacks que je vais vous partager vers la fin et que j'ai mis en place moi. Je pense qu'un des meilleurs exemples du marketing et de l'impact que le marketing peut avoir, c'est quand on regarde ce que fait un projet de recherche. Alors le projet de recherche sur lequel j'étais par exemple en thèse, 7 millions 2, un truc comme ça de budget. Je pense même pas que ça faisait 500 visites par mois sur le site web du projet. Parce que c'est des projets où il n'y a pas de cible, donc c'est pas défini à qui on adresse ce projet. C'est globalement, on remplit un cahier des charges de l'Union européenne et c'est à peu près tout. Il n'y avait pas de communication, donc il y avait, je pense, on devait être 50 à bosser sur le projet de recherche et je sais pas s'il y avait 40 followers sur Twitter au final. Et puis les projets de recherche, c'est des énormes cimetières à boîtes qui auraient pu donner quelque chose potentiellement et qui étaient pas loin d'être prêts en tant que tel. C'était tout l'objectif des projets Horizon 2020. Alors, je suis assez critique sur ces programmes-là parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est jeté par les fenêtres et qu'en vrai, on avait une techno qui était cool, qui aurait pu être commercialisée. Concrètement, moi, je faisais ma thèse sur de la reconnaissance vocale dans le cadre de conversations criminelles. Donc j'avais en partie développé une plateforme qui permettait en temps réel de plugger un appel téléphonique et d'identifier qui est en train de parler, qu'est-ce qui est en train d'être dit, est-ce qu'il y a des lieux de rendez-vous qui sont mentionnés sur des suspects dans des enquêtes criminelles. Mais bon, le fait est que ça n'a jamais vu le jour, le projet c'est fini. Il y a 7 millions qui sont un peu partis en fumée, il y a une trentaine de papiers qui sont sortis de ça au global et bon, ça fait avancer la science, c'est clair, mais le but toujours de ces projets-là, c'est de finir par créer des boîtes. Et ce qui empêche globalement ces projets-là d'arriver vraiment sur le marché, c'est que c'est au final que des gens tech qui sont derrière, personne qui prend cet aspect communication et prospection commerciale à bras le corps. Donc voilà, on va commencer simplement par juste deux petites définitions parce que pour moi ça a été très flou pendant pas mal de temps. La différence entre du marketing et de la communication, parce qu'on a souvent tendance à rapprocher les deux, surtout avec un background d'ingénieur, on se dit c'est simplement comment est-ce qu'on parle du produit. L'aspect marketing est beaucoup plus l'aspect stratégique en amont, c'est en gros quel produit on va adresser, quelle stratégie de pricing on va mettre en place, comment est-ce qu'on va arriver à le distribuer et à quel endroit. Ça, c'est vraiment ces aspects plus stratégiques. Un département marketing, par exemple, va produire très peu de contenu, va beaucoup moins mettre ces trucs-là en place qu'un département communication. Et vraiment dans la partie communication, c'est concrètement quand on rentre dans quel canal, quel message on adresse,
quel type de contenu on va pousser, et puis pourquoi est-ce qu'on pousse tel ou tel message, à quel moment. Et donc là, on est vraiment sur un département communication. On va s'attendre à ce qu'ils produisent du contenu, à ce qu'ils itèrent, à ce qu'ils se disent ok, j'ai tel sous-segment dans ma population, j'ai ceci, j'ai cela, donc je vais tester ce truc-là sur TikTok, ce truc-là je fais du cold email, ce truc-là je vais me lancer sur LinkedIn avec des messages un peu différents à chaque fois. Donc ça, ce sera vraiment dans les itérations. Et donc sur cet aspect strat marketing, on va peut-être commencer par ça. On peut à chaque fois résumer le marketing en product, price, promotion et place. Donc c'est globalement à qui s'adresse son produit. Ça, le meilleur moyen. Une fois qu'on a une idée, souvent on essaie de résoudre son propre problème quand on monte une petite boîte ou on a une petite idée. Mais on ne sait pas forcément à qui s'adresse son produit. Un des bons trucs à faire, c'est faire une étude marché pour valider qu'il y a un besoin, et de faire potentiellement, plutôt que des études de marché, alors ça peut être, je sais pas, est-ce qu'il y a des concurrents, est-ce que je trouve des applis qui font la même chose sur l'App Store ou des choses comme ça. Ça peut aussi être des questionnaires en ligne pour aller voir des proches, essayer de diffuser ça un peu. On voit souvent des projets étudiants qui prennent la bonne pratique de juste demander l'avis aux gens en mode est-ce que vous pensez que tel truc a une valeur, est-ce que ceci, est-ce que cela, avec toujours le biais que dans ces cas-là les gens sont assez sympas parce qu'ils n'ont pas envie de dire un truc méchant, et puis on peut s'enfoncer pendant 2 ans dans un projet alors qu'au final c'est juste parce que les gens voulaient être sympas et répondre oui dans notre questionnaire. Donc comment en gros avoir un retour transparent des gens sur l'utilité de ce qu'on est en train de développer et valider qu'il y a un vrai besoin. L'aspect, donc ça c'est pour globalement ça c'est pour le premier aspect, l'aspect produit. Ensuite après ça on a l'aspect prix. Donc l'aspect prix, ça va être, ça va définir. Il y a des choses qu'on a envie de faire. Je ne sais pas si on veut totalement overkill un marché avec une techno qui est hyper complexe par rapport à ce qu'on a besoin de faire. Derrière, le prix va être hyper élevé. Et donc là, l'important, c'est d'avoir globalement une estimation de combien les gens sont prêts à payer. Ça peut faire partie du même questionnaire en ligne initial. Combien les gens sont prêts à payer. Ou sinon, c'est quoi les pricing des plus gros concurrents sur Internet. Ou sinon, c'est quoi la marge qu'on doit se dégager si on veut que le truc soit rentable. Et on prend tous ces facteurs-là. Et on essaye de déterminer un pricing. Alors des fois, ça va être un paiement en une fois. Des fois, ça va être un paiement récurrent. Mais tous ces aspects-là sont hyper importants. La partie place, donc c'est globalement où est-ce qu'on va vendre son produit. Là, c'est avoir une première idée de est-ce que c'est un produit qui se destine à être vendu en direct sur son site web, ou est-ce que c'est que de l'acquisition. Par exemple, je ne sais pas si c'est un produit physique, on fait que de la vente via Amazon. Dans ces cas-là, toute la strate communication devra être comment est-ce que je génère du trafic sur Amazon ou sur une plateforme en ligne quelconque de e-commerce. Ça s'applique aussi pour du SaaS, mais globalement, est-ce qu'on le vend est-ce que c'est un truc qu'on vend via un système d'App Store? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et toute la stratégie communication, après ça, doit venir créer des tunnels d'acquisition vers cet endroit où on décide de commercialiser son produit, ou ces endroits, si on en a plusieurs. Par exemple, avec Biped, on va vendre en direct, on va vendre aussi via des distributeurs. Donc nous, il s'agit de générer de l'attraction pour notre site web. Ça, c'est un premier aspect. Et ensuite, après ça, on a le deuxième aspect qui est comment est-ce que je génère de l'intérêt pour les distributeurs avec lesquels on bosse, qui ont des capacités à faire du marketing, mais où en fait si on leur redirige les leads, on est davantage sûr de closer des ventes. Donc ça, cet aspect-là, il est assez primordial. Souvent, c'est des réponses très simples et on peut commencer. Dans tout ça, en fait, il y a très rarement la bonne réponse tout de suite en commençant. Donc il y a beaucoup d'itérations à faire, mais je conseille toujours de le garder le plus simple possible, surtout au départ. Et puis après, le dernier aspect, donc là on a fait product, price, place, et il y a le dernier aspect qui est promotion, et c'est comment les gens découvrent le produit. Et c'est là que dans une strat marketing, c'est intéressant, parce que la strat communication derrière va dire comment est-ce qu'on implémente ça concrètement et quelles actions on prend. Mais si on veut que les gens découvrent, par exemple, son produit via des événements, alors c'est le cas pour Biped, genre des événements spécialisés, du sponsoring d'athlètes, de ceci, de cela, globalement ça on va le cristalliser à cet endroit-là.
Ça peut être hyper varié encore une fois. C'est vraiment l'idée de c'est quoi le premier contact que les gens auront avec le produit. Et puis à l'intérieur de ces idées principales de quels canaux on va utiliser, est-ce qu'on fait globalement des pubs en ligne, est-ce que ceci, est-ce que cela, derrière on va pouvoir dériver toute cette strate communication. Ce qui me permet d'enchaîner avec l'aspect stratégie de communication, où là, on va clairement parler de comment est-ce qu'on délivre le message. Donc c'est quel canal, quelle audience, à quel moment, avec quel message et pour quel produit, si on en a plusieurs ou si on a des aspects du produit différents qu'on veut mettre en avant sur différents canaux. Là, je prends l'exemple de MedProf, le petit SaaS sur lequel je bosse, qui fait un chatbot pour les étudiants en médecine. Là, globalement, assez simple. Le canal, pour nous, ça va être, si je commence par l'audience, pour nous, ça va être soit des étudiants en médecine, soit des parents d'étudiants en médecine. Le canal sur lequel on va toucher ces audiences-là, donc là, on peut avoir autant de piliers, autant globalement de branches dans sa strate de communication que d'audience qu'on a initialement. Pour cette audience, du coup, d'étudiants en médecine, nous, on va beaucoup les trouver du coup sur TikTok, par exemple. Donc là, c'est très orienté réseaux sociaux. Alors que pour des parents d'étudiants en médecine, on va les trouver plus dans des réunions d'infos de prépa, dans des écoles privées ou donc là, ça va être plus soit du ads, soit des partenariats avec des écoles, par exemple. À quel moment, alors là le truc tout bête, il y a une saisonnalité folle dans ces trucs-là parce que les étudiants ils rentrent en médecine une fois par an, ils ont 2 sessions d'examen par an, donc il y a 2 fenêtres globalement à pas louper. Mais après on peut rentrer dans la granularité de à quel moment se pousse la décision d'achat. C'est sûrement dans les 2 premières semaines au début du semestre, c'est à peu près ce qu'on observe. Avec quel message? Alors là pour l'étudiant on va mettre en avant le côté très pratique. T'es sur WhatsApp, t'envoies un message, le truc te répond, t'as un schéma, t'as des vidéos explicatives, t'as ceci, t'as cela, qui sont faits par des profs, donc tu peux avoir confiance, mais c'est surtout le côté pratique. Pour les parents, de l'autre côté, c'est cet aspect de dire qu'on maximise les chances pour que l'élève devienne médecin, globalement après. Les gens qui posent le plus de questions, ils posent jusqu'à 350-400 questions par mois à cet outil. Ils ont accès à des ressources qui sont faites par des professeurs agrégés. Donc là, le message est totalement différent. On leur pousse le même produit en tant que tel, mais il y en a un, du coup, ça va être un canal très réseaux sociaux, très... On veut un truc simple, on veut ceci, on veut cela. Et puis là, du coup, on va pouvoir choisir comment est-ce qu'on met en avant tel ou tel aspect via des posts sur les réseaux sociaux. Et alors que l'autre, ça va être plus des partenariats avec des écoles ou des choses comme ça pour essayer de proposer un service additionnel à des parents qui se disent, si c'est... quelques euros par mois en plus et que j'ai plus de chances que mon enfant réussisse médecine, là clairement dans l'aspect de quelle est la capacité à payer sur des outils comme ça, là on en revient sur la strat marketing en termes de propension à payer. Bien sûr un étudiant en individuel aura pas beaucoup de propension à payer parce que c'est le moment où on galère aussi pendant les études, pendant ceci, pendant cela. Là où un parent qui est en train d'acheter des cours dans une prépa à plusieurs milliers d'euros pour rajouter un outil simple qui permet de répondre 24 heures sur 24 avec du contenu spécialisé, là on a un positionnement qui est super intéressant et où on peut chercher un pricing un peu plus élevé. Donc, ce qui peut aussi, par exemple, dans le cas de MedProf, dériver un produit B2C, vraiment pour les étudiants, et un produit B2B, où là, on vend le service à des écoles. On peut le vendre un peu plus cher, parce que dans le package de combien est-ce qu'ils vendent les cours de soutien, faire un truc à 9 euros par mois, ça a moins d'intérêt que de faire un package à plusieurs dizaines d'euros par mois, parce que de toute façon, c'est noyé dans la masse de combien les gens payent un service global comme ça, même si c'est la même offre derrière, rebrandée différemment. Mais ça, c'est pour donner un exemple. Ensuite, dans les canaux, on va vraiment pouvoir rentrer plus en détail. On ne va pas juste mettre réseaux sociaux, mais dans son canal, on va pouvoir commencer à dire est-ce que je veux faire du SEO, donc Search Engine Optimization. Donc là, c'est vraiment comment est-ce que je vais positionner
mon produit sur les résultats Google, simplement. Est-ce que je veux faire des réseaux sociaux, mais alors en viral, donc c'est-à-dire moi-même, ou est-ce que je veux faire des partenariats, des trucs sponsorisés avec des créateurs de contenu? Est-ce que je veux faire de la presse? Est-ce que je veux faire des ads? Donc là, c'est vraiment du payant sur du Google Analytics ou des trucs comme ça. Est-ce que je veux une grosse mailing list que je construis à travers le temps? Et donc là, je suis obligé de créer du contenu, créer de la valeur sur une mailing list où je force globalement à ce que j'ai une croissance du nombre de personnes qui s'inscrivent sur cette mailing list pour pouvoir commencer à pousser des emails promotionnels, ou est-ce que je fais du cold outreach sur LinkedIn ou par email ou autre, et donc dans ces cas-là, ça va être la différence entre tout ce qui est inbound et outbound. Tout ce qui est inbound qui va être globalement gérer tout le trafic qui peut nous arriver, et puis outbound qui va être l'aspect d'aller chercher du trafic à l'externe. Donc pour le SEO par exemple, si je prends un exemple tout bête, le SEO c'est toujours hyper dur de commencer. Moi, un des cours que j'avais, je vais être très très pratique là-dessus, un des cours que j'avais vachement kiffé, c'était le cours de build.co, c'est build.co. Ils ont un cours de SEO où ils expliquent les basiques pour des gens qui connaissent rien, et en gros c'est ce truc de Pareto, on va pouvoir mettre en place ces 20% d'efforts initiaux qui vont délivrer 80% de la valeur et de l'augmentation de trafic qu'on peut aller chercher. Bien sûr, ça ne vaudra pas une presta professionnelle, mais les grands basiques qui se situent à l'intérieur, c'est il faut comprendre où passe le trafic sur sa niche globalement. Donc ça, il y a des outils externes genre Ahref. Donc Ahref, c'est une plateforme qui va permettre d'analyser où arrive le trafic, par exemple chez des compétiteurs, ou combien coûte tel et tel mot-clé, ou c'est quoi le volume sur tel et tel mot-clé. Et ça va déterminer aussi comment est-ce que vous allez pouvoir positionner le message sur votre site web. Donc ce que je conseille, c'est globalement prendre un mois sur Ahref, se dire ok, là je vais analyser tous les compétiteurs, je vais analyser les mots-clés que j'avais en tête, je vais analyser je vais découvrir d'autres mots-clés, et là je vais comprendre ce que tapent les gens pour tomber sur un service similaire au mien. Ça va me permettre de découvrir aussi d'autres compétiteurs potentiellement. Et une fois que j'ai ces aspects-là, je vais comprendre quels mots il faut que j'utilise, quel message il faut que je prenne. Et ce truc-là, après, on veut être ranké globalement par les algos Google. Enfin, on veut avoir du trafic qui correspond exactement à ces mots-clés, sachant qu'on peut rentrer vachement dans les détails parce que globalement, le SEO est toujours alimenté par de la création de contenu. Donc, si on a juste une landing page toute bête, très peu de chances qu'on ait un bon score SEO. Si on a un blog sur son site avec des réseaux sociaux qui pointent vers ce site, etc., on a beaucoup plus de chances de se faire indexer assez haut dans les résultats. Et pour le blog, typiquement, ça va être regarder chez les compétiteurs quels articles de blog ont bien marché, quels articles de blog ont drivé globalement pas mal d'acquisitions. Et ça, c'est la puissance d'outils comme ça, type Ahref, il y en a d'autres, mais qui permettent vraiment d'aller de l'avant. Alors c'est des outils qui sont assez onéreux, c'est genre 150 balles par mois, mais en le faisant sur un mois, je trouve que ça vaut toujours l'investissement pour construire une compréhension initiale sur le produit. Donc ça, c'est un premier exemple de canal d'acquisition, c'est de dire je veux du trafic organique en SEO avec juste le contenu que je crée globalement. Et là, ça peut être des trucs tout bêtes. Si on a un podcast, on peut aller le faire retranscrire sur des plateformes automatiquement, et ça peut créer des articles de blog. Il y a des outils aussi qui existent pour ça. Il y en a un qui s'appelle PodSqueeze qui permet de faire ce genre de trucs là. Donc ça permet de se poser, de parler pendant une demi-heure devant son micro, et derrière de dériver 5, 6, 7, 10 articles de blog qu'on va pouvoir venir monter sur son site web directement. Et ça, si on parle de sa niche, de son projet, de tout ça, globalement, c'est des mines d'or pour de la création de contenu. Et si on sait exactement sur quels mots-clés ou comment les axer, là, c'est toujours un levier qui est intéressant. Donc le SEO fait globalement toujours partie du mix dans lequel on investit un peu, à part si on a un truc extrêmement spécialisé où il y a très peu ou aucun intérêt à être référencé sur Internet, et c'est que... mais bon, ça c'est de nos jours, je pense, rarissime, mais je suis sûr qu'il y a des exceptions là-dessus.
Pour tout ce qui est réseaux sociaux, ça va être globalement, est-ce qu'on peut faire prendre en viral de notre côté, ou est-ce qu'on veut, donc là ça veut dire de la création de contenu direct nous-mêmes, ou est-ce qu'on veut aller sponsoriser d'autres personnes qui sont influentes dans son secteur. Donc pour nous ça peut être genre des élèves de médecine, par exemple sur MedProf, des élèves qui sont en médecine, qui ont réussi médecine et qui donnent des tips à d'autres étudiants pour réussir médecine. Là c'est des petits créateurs de contenu qui peuvent avoir un aspect assez intéressant dans la promotion du produit. Il y a d'autres créateurs un peu plus scientifiques qui là vont avoir une forme de légitimité aussi, et où là c'est assez cool de passer par eux, sachant que ça commence vite à monter en termes de prix. Donc ça, je reviendrai dessus juste après, sur l'aspect quand allouer du budget, etc. Mais généralement dans un deuxième temps. Et puis voilà, donc ça c'est des exemples de comment est-ce qu'on peut aller creuser du SEO, des réseaux sociaux. Puis après ça, de la presse, ça peut être via des contacts. Vous pouvez faire simplement shooter des emails à de la presse locale. Ça permet d'avoir des premiers référencements. Toujours le bled dont chacun est originaire. Globalement, si vous leur envoyez un message en disant j'ai créé ce truc-là, ils sont toujours contents de dire un habitant de telle commune a monté tel et tel truc. Puis les parents généralement sont assez contents, donc donc c'est cool aussi. Les ads, donc là sur du Google Analytics ou des choses comme ça typiquement Ahref va vous pointer sur les types de mots-clés à acheter, et surtout quelle va être la compétitivité sur ces mots-clés. Donc si vous arrivez sur si typiquement les mots-clés que vous voulez chercher c'est prospection B2B ou des trucs comme ça va vous coûter une blinde, parce que là il y a plein de solutions, donc c'est la guerre pour faire des acquisitions de trafic là-dessus. Même si vous avez un outil qui est cool, qui fait de l'acquisition de leads B2B par exemple, via d'intelligence artificielle ou des trucs comme ça, le fait est qu'il y a tellement d'outils qui font des trucs comme ça aujourd'hui que ça coûte plusieurs euros le clic d'un client, et donc on peut vite se retrouver avec des coûts d'acquisition client, donc c'est CAC, donc CAC. Ça peut être énorme. On peut dépenser jusqu'à par clic, ça peut être de l'ordre de 2, 3, 4 euros, et puis avec des taux de conversion. Donc là, quand vous avez un clic, vous n'avez pas une vente, hein. Donc là, sur les trucs les plus importants, ça va être une boucherie, et souvent hors de portée pour des petites boîtes qui doivent faire prendre un truc soit sur un aspect beaucoup plus niche. Donc là, c'est identifier une brèche parmi tiens, il y a tel et tel article de blog qui marche trop bien chez mes compétiteurs. Ça serait cool de faire de positionner une pub sur ce truc-là. Donc là, why not? Mais voilà. Mais autrement, généralement, tout ce qui est ads payantes, ça va venir dans un temps vraiment de croissance, et moins de je veux trouver les 50 premiers clients payants. Les mailing lists, c'est toujours un super moyen, genre sur sa landing page, avoir un truc MailChimp ou autre, où on collecte des emails. Parce que ça permet de shooter après ça des emails à 100, 200, 500, 1000, 10 000 personnes chaque mois pour rappeler l'existence du produit, pour offrir des nouveautés. Et là, c'est toute la question de quelle valeur on trouve. Alors par exemple, avec Biped, on s'est fait un truc qui est assez cool. Bon, ça reste des toutes petites niches, hein, mais on s'est fait un truc qui est assez cool. C'est qu'on s'est dit, c'est quoi le format qui marche assez bien. Globalement, on a besoin d'explications orales à un moment, si on veut expliquer un produit à des personnes malvoyantes, et le format vidéo, même si ça peut paraître contre-intuitif, est assez cool pour ça, parce que ça permet d'avoir à la fois un support visuel où on peut expliquer des fonctionnalités à des personnes voyantes, à des professionnels de basse vision et autres, et de l'autre côté avoir une explication orale qui est hyper accessible pour des utilisateurs. Et ça, c'est un des trucs qui marche bien. Donc en fait, on a pensé chaque format de newsletter comme un truc où on apprend un peu plus comment utiliser l'appareil, et où on parle des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles releases qui sont arrivées ce mois-ci. Et c'est pas un truc juste bête et méchant en mode on fait une campagne promotionnelle ou ceci ou cela. Mais on essaie de délivrer de la valeur à l'intérieur, pour montrer qu'il y a des nouveaux trucs qui sont possibles avec l'appareil, pour expliquer comment l'IA est en train d'évoluer, ceci, cela.
Donc voilà, donc ça c'est des exemples de canaux qu'on va activer dans notre strate de communication qui font partie globalement de l'aspect promotion de notre strate marketing. Et puis ça vous donne globalement une idée du fonctionnement global. En troisième étape, donc là en gros on avait, après les définitions, on a fait la strate communication, enfin la strate marketing, la strate communication. Ça peut être juste des documents tout bêtes, hein, mais juste, je pense, se faire 2 feuilles A4 pour ça, c'est déjà hyper cool. Et ça permet déjà de se poser les bonnes questions et de ne pas tirer un peu dans tous les sens, mais de savoir dans quelle direction on veut aller. Un troisième truc qui permet de vachement focus son exécution, c'est sur l'analyse de la concurrence. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est très rare qu'on se lance et qu'on soit le tout premier sur un marché. Même avec Biped, où on est les premiers à avoir inventé le form factor qu'on utilise, les premiers dans le monde à utiliser des caméras pour faire de la navigation pour les personnes malvoyantes, etc. Il y a des concurrents. Aujourd'hui, ils font plus de l'ultrason, ils font plus du laser, ils font plus des trucs comme ça. Mais ils ont des trucs en place. Pour certains, ils sont là depuis 20 ans. Alors généralement, c'est plutôt c'est pas toujours qu'ils ont mis en place exactement les bonnes pratiques, mais on peut aller regarder des concurrents qui sont arrivés un peu plus récemment. Et là, globalement, via Ahref, via simplement aller visiter leur site web, regarder c'est quoi le positionnement, qu'est-ce qu'ils font comme article, est-ce qu'ils ont un podcast, est-ce qu'ils font des articles de blog, est-ce que ceci, est-ce que cela, tout ça, ça va permettre d'affiner sa stratégie et des idées, et des fois de se dire, tiens, il y a un boulevard, là, il n'y a personne qui a fait ça. Donc ça, si justement, quand on est sur des marchés de niche, c'est ultra ouvert parce qu'en fait, il y a peu de choses qui ont été explorées en tant que telles. Donc c'est soit bon signe, soit ça veut dire que globalement, il n'y a pas grand-chose qui a marché pour les autres et que tout le monde se concentre sur le même truc. Mais en tout cas, cette analyse de concurrence permet, là c'est globalement la troisième feuille A4 que je me ferai, c'est comment est-ce que je peux affiner mes hypothèses de base avec les inputs de la concurrence et se faire une revue de concurrence de temps en temps, genre une fois tous les 6 mois ou un truc comme ça, pour voir quels axes ils ont pris, est-ce qu'ils ont sponsorisé des gens, est-ce qu'ils ont lancé une nouvelle newsletter hebdomadaire, est-ce que ceci, est-ce que cela, ça permet toujours d'essayer de rester compétitif sur cet aspect-là. Le quatrième point que je veux aborder après cette analyse de concurrence, c'est que jusque-là, on a un peu réussi à définir comment définir son focus sur sa strate sa strate marketing et sa strate communication. Mais après, il y a l'implémentation pratique qui va nécessiter, je dirais, 3 éléments. Le premier, c'est qu'on se sente à l'aise sur le canal sur lequel sur les canaux qu'on va exploiter. C'est un truc tout bête, mais quand on est solo founder ou quand on est une équipe de 2 ou 3, demander à des ingénieurs d'aller faire des TikTok, c'est hyper galère parce que souvent on n'a pas forcément les codes. On est, selon l'âge par exemple, on n'est pas connecté non plus au canal qu'on va exploiter ou tout ça. Et ça, c'est un truc à pondérer globalement, c'est à quel point on va être à l'aise quand on essaye de parler sur ce canal. Et ça, je me suis longtemps forcé à essayer de faire des trucs et globalement, les résultats sont hyper médiocres. Et après, on se décourage, on trouve plus l'intérêt de s'axer sur tel ou tel truc. Et puis c'est juste de la perte de temps et de la perte d'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a par exemple plein de fondateurs un peu indépendants qui vont vachement prendre l'axe de communiquer sur Twitter parce qu'il y a plein de communautés sur Twitter, parce que ceci, parce que cela, enfin sur X. Et ça, c'est tout à fait OK. En fait, on peut avoir un biais vers certains canaux et se dire, moi, je me sens à l'aise de m'exprimer là-dessus. Et puis en fait, très souvent, se dire, je préfère développer une plateforme de marque personnelle, donc vraiment en personal branding, plutôt que de développer une plateforme de marque pour mon produit en tant que tel. Et ça, si on a vocation à être seul à incarner son produit, c'est tout à fait possible. Et en fait, des fois, c'est beaucoup plus simple de se dire, j'utilise, je sais pas, LinkedIn et Twitter, et je parle de moi qui construis mon produit. Et c'est comme ça qu'on trouve son audience en tant que tel. C'est un peu moins focus et ça n'empêche pas l'un n'empêche pas l'autre, mais cet aspect personal branding et sur quels aspects on est à l'aise de communiquer, il est vraiment à mettre dans la balance. Donc là, une fois que vous avez vos strates com et marketing, vous pouvez, et que vous les avez affinés avec les compétiteurs, vous pouvez aussi rayer ou rajouter des trucs selon ce que vous avez envie d'exploiter comme canaux et là où vous vous sentez à l'aise.
Euh, Après, il y a l'aspect, donc, c'est sur ce premier truc dans l'implémentation, sur l'aspect d'incarner le produit, l'aspect personal branding et l'aspect des canaux où on est à l'aise. Il y a aussi l'aspect de la mesure. Donc, un des trucs que j'ai souvent fait, c'était me dire ah ouais, mais j'ai envie de lancer, donc je vais lancer, je vais y aller sur telle strat, et ensuite après ça, bah, une fois qu'on a alloué le budget, on a l'impression que c'est fait, ou qu'on a mis du temps, on a l'impression que c'est fait, mais derrière, l'aspect mesure va permettre de déclencher des itérations, et ça, c'est l'aspect le plus important. Donc c'est en gros, moi, je voulais toujours, au début, je commençais par exemple par quand on rejoint Google Ads, ils nous offrent 300 balles d'ads à partir du moment où on met 300 balles. Donc on se dit, ah cool, on a 600 balles globalement à disposition. Euh, la réalité, c'est qu'on va cramer ce budget la plupart du temps. Très très peu vont itérer parce qu'on n'a pas soit les ressources, soit l'intérêt pour ces canaux-là. Et ça va toujours être dommageable. Donc sur cet aspect-là, moi ce que je conseille toujours, c'est de commencer par quelque chose où on teste la viralité du produit. On fait un truc totalement gratuit. Donc on fait pas de, enfin pas le produit gratuit, hein, mais on fait la communication. On essaye de viser un truc avec 0 € de budget. On commence tout soi-même et ça donne un point de référentiel. Donc si on se rend compte qu'en fait on a des super bons résultats tout seul en parlant dans sa chambre de son produit sur tel et tel canal parce qu'on se sent à l'aise de le faire et que ça match avec la strate de com et de marketing, et ben ça c'est trop cool et ça permet de savoir si jamais on a un truc sur lequel on alloue du budget, est-ce que c'est effectivement pertinent et est-ce que je suis prêt à payer ça ou pas, selon les résultats que je vais attendre. Mais avoir un point de référentiel, ça permet toujours de mesurer l'impact de ce qu'on va payer. Et nous, par exemple, sur BuyPage, je prends un exemple tout bête. Il y a il y a un catalogue physique qui était imprimé et qui était distribué dans tout le Royaume-Uni pour des personnes malvoyantes. On nous proposait genre 200 pounds, un truc comme ça, pour participer au truc. Et je me disais, ouais, bah, ça peut être cool, 200 pounds, c'est pas très cher, on le fait. Et j'ai eu 0 trafic qui est venu de là. Et ça, c'est le truc tout bête où je me dis 200 pounds, c'est pas énorme, donc c'est cool et sur le moment, ça a l'air bien. Et en fait, une fois qu'on a alloué le budget, on se rend compte qu'il y a 0 trafic qui est venu de ce truc-là. Alors ça, on peut le traquer de plein de manières. On peut avoir des pages spécifiques, on peut avoir des sources de trafic dans l'acquisition, mais c'est aussi très souvent, en fait, dans la temporalité, vous allez pas lancer genre 15 000 ads en même temps, surtout au début d'un produit. Vous allez vous dire, bah, cette semaine, j'essaye ça, dans 2 semaines, j'essaye ça, dans 2 semaines, j'essaye ça, et puis en fait, se lancer dans la séquentialité, vous arriverez à assez facilement dire qu'est-ce qui vient de quel ou quel endroit en termes de trafic. Et ça va permettre de mesurer l'impact de ces trucs-là et surtout d'itérer. Et là, pour moi, dans l'itération, par exemple sur Biped, bah, ce catalogue, je ne referai pas parce que globalement, on a eu une perte sèche. Par contre, les premiers sponsoring de podcasts, ça a eu des bons résultats. Et là, en fait, on réessaye et on cible d'autant plus des podcasts qui sont tenus par des personnes malvoyantes. Et voilà. Et là, on a des super résultats pour l'instant sur ces trucs-là. Mais c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on veut. C'est quoi ce qu'on veut traquer. Est-ce qu'on veut globalement, on veut traquer le revenu? Est-ce qu'on veut traquer le trafic sur le site web? Donc c'est important de définir parce que si au final on a besoin d'une audience parce que l'audience dans le long terme on veut la monétiser ou ceci ou cela, bah là c'est cool et il faut qu'on traque globalement combien de trafic on fait et combien de sign-up on a sur un outil gratuit. Ou des fois si c'est que de la vente et puis en fait il n'y a pas de version gratuite du produit, bah là ça va être clairement le revenu qu'on va aller traquer. Et des fois on va se rendre compte que on a un gros pic de trafic et pas d'augmentation de conversion. Et c'est là où l'itération elle est hyper importante, c'est que du coup on se rend compte qu'on a une faible conversion de sa landing page en tant que telle. Donc là il faut retourner sur sa landing page et se dire merde, qu'est-ce qui marche pas? Et là il y a pas mal d'outils qui existent aussi qui permettent de suivre les chemins des souris des utilisateurs pour avoir ces notions de où se font les clics au fur et à mesure. Et je crois que Matomo a un truc comme ça. Il y a d'autres
il y a d'autres sites qui font ce genre de trucs-là, mais qui globalement permettent de traquer pendant un petit moment le chemin de la souris de l'utilisateur et de voir où est-ce que vous perdez beaucoup d'utilisateurs. Ou même sur Google Analytics, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de gens qui cliquent sur la première page, très peu qui cliquent sur la deuxième. Peut-être qu'il faut rajouter des boutons qui redirigent vers la deuxième, ou peut-être qu'il faut que la proposition de valeur soit retravaillée une fois qu'ils sont sur la landing page, parce que le workflow qui emmène les gens à payer n'est pas satisfaisant. Ou peut-être que dans ces cas-là, c'est le pricing qui merde. Donc voilà, il y a toujours des itérations qui sont faisables, et au fur et à mesure, en fait, on peut soit remonter de plus en plus haut et puis après ça redescendre complet. Ok, là j'ai refait mon SEO, j'ai refait ma landing page, j'ai refait ceci, j'ai refait cela, et puis je redescends tout en bas de mes canaux et de l'impact que a telle mesure de communication sur tel canal. Je vais rentrer sur cette dernière partie de cet épisode aujourd'hui sur 2 hacks que je trouve ultra pertinents et qui sont globalement aujourd'hui mes go-to quand je dois lancer un truc. Le tout premier, c'est de lancer très tôt. Alors c'est ultra bateau, mais quand je dis très tôt, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment très tôt. En fait, il n'y a même pas besoin que le produit soit prêt. Le truc qui est trop cool, et ça j'ai vu pas mal d'entrepreneurs le faire à travers le temps, c'est que une landing page qui crée une certaine proposition de valeur et qui parle d'un certain truc n'a pas besoin d'être fonctionnel. Le produit n'a pas besoin d'être fonctionnel pour commencer à créer de l'attention et de commencer à construire une mailing list. Et ça, c'est cet aspect ultra important. J'ai même des potes qui lancent des landing pages sur des produits qui sont totalement plantés derrière, même en SaaS, et où en fait ils redirigent vers des pages d'erreur ou des vous êtes bien sur liste d'attente ou ceci ou cela. Et ça permet de tester tout de suite ces strates d'acquisition, et en fait le meilleur produit qui se lance avant même d'avoir commencé à penser avant même d'avoir posé la première ligne de code. On sait à qui on va le vendre, on sait comment on va le vendre via tel canal, on connaît presque nos coûts d'acquisition. On peut faire même des premiers paid ads ou des trucs comme ça pour avoir une idée, ou en tout cas une analyse gratuite, et tester un peu cette viralité de notre côté avec du contenu que nous on va produire. Et les meilleurs produits peuvent avoir 10 000, 15 000, 100 000 personnes sur des listes d'attente avant même qu'il y ait la première ligne de code qui soit posée. Et c'est là qu'on se rend compte que on arrive sur ces product market fit où c'est vraiment, on a en gros un levier qu'on active, et dès qu'on a un levier qu'on active, on peut vendre plus. Et ça, c'est le truc hyper rassurant aussi pour des investisseurs dans le long terme, de se dire ok, si je mets 1 million dans ce projet-là, je sais qu'ils vont en mettre 300, 400, 500 en marketing, et qu'en activant ces leviers, généralement, ils font un x3 ou un x4 sur les ventes pour chaque euro qui est investi, etc., etc. Et donc là, ça permet de dérisquer totalement le projet. Je sais que c'est hyper contre-intuitif pour des ingénieurs aussi de vendre quelque chose qui n'est absolument pas développé dans un premier temps, mais ça fait partie des meilleures stratégies où il y a besoin d'une landing page. Et là, au final, on est sur Webflow, Shopify ou quoi, et on a un site web tout simple avec un MailChimp derrière pour collecter des adresses mail, et c'est tout ce dont on a besoin pour commencer à lancer. Et pour collecter des emails, et ça va permettre d'itérer tellement plus rapidement. Ça peut être des programmes, vous pouvez le mettre sous le format que vous voulez. Ça peut être je fais un programme de bêta testing, je fais ceci, je fais cela, vraiment le format que vous voulez, mais ça permet d'être ultra focus sur l'exécution et sur le message que vous allez porter sur ces canaux. Donc ça, c'est globalement jamais trop tôt pour lancer. Et le tout dernier type, c'est investir dans le branding. Alors c'est toujours hyper tentant de le faire soi-même, parce qu'on se dit qu'on n'a pas forcément les moyens de passer par une agence, de passer par ceci, de passer par cela pour faire le branding de sa boîte. La réalité, c'est qu'il y a des produits qui sont moches, il y a des produits qui sont beaux, et les produits qui sont beaux font toujours, même si après des fois il y a l'aspect à quel point on est en train de bosser sur une tech révolutionnaire ou ceci ou cela, mais là on prend l'axe un peu plus de on se lance sur un SaaS où il existe déjà des trucs, ça peut être un peu compétitif ou pas, mais globalement l'aspect branding, c'est un aspect qui va occuper beaucoup de votre esprit si jamais il est mal fait, qu'il y a des mauvais retours là-dessus, et ça, je conseille le plus possible de passer par des professionnels. Maintenant, des agences de com ou des trucs comme ça qui vont vous faire un brand book, ça va coûter une blinde. Les trucs qui marchent
trop bien aujourd'hui, ça va être de passer par du Fiverr, Upwork ou moi je bosse pas mal avec une plateforme aujourd'hui qui s'appelle Logolivry. C'est des plateformes où ils vous font des packages, c'est assez standardisé en tant que tel. Par contre, il y a une identité qui correspond à ce que vous voulez faire. Vous pouvez tout décliner, vous récupérez tous les Figma, tous les ceci, tous les cela. Et en fait, ça sort, par exemple, sur le package de Logolivry. Alors, si je dis pas de conneries, c'est par exemple pour 500 ou $600, un truc comme ça. Ils vont vous dériver le logo, ils vont vous dériver des posts sur les réseaux sociaux, les bannières pour tous les réseaux sociaux, les ceci, les cela. Et en fait, après ça, vos posts sur les réseaux sociaux, vous pouvez juste les modifier ou remplacer le contenu dedans. Et puis, ça vous fait du contenu pour je sais pas combien de temps. Alors là, c'est aujourd'hui plus un peu un truc de la flemme pour moi. Parce que c'est des trucs, en théorie, oui, si on chauffe, on peut le faire. Mais en fait, ces itérations pendant je sais pas combien de temps sur des logos, sur des noms, sur ceci, sur cela, on se rend compte que ça éloigne l'utilisateur de la proposition de valeur parce que c'est du temps qu'on perd globalement là-dessus. Il y a des gens dont c'est le métier et aujourd'hui je suis plutôt partisan du truc de dire, j'aurais pas toujours eu ce positionnement, mais je suis plutôt partisan du truc de se dire en tant que tel, je pense que ça peut être déjà très très cool de juste réfléchir au nom soi-même du produit, mais derrière, de confier à un professionnel l'identité visuelle, le ceci, le cela, et comme ça, en fait, on le définit une fois, ça ne change plus, et on se met en mode automatique pour le séquençage. Alors, si vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous le faire, ou que vous êtes très chaud en marketing vous-même, why not, en design, why not, mais voilà, mais ça je pense que c'est les aspects où c'est suffisamment spécialisé pour que pour moi ça vaille la peine de le faire avec des pros. Il y a de plus en plus de sites qui existent aussi qui font des trucs comme ça, mais c'est vachement plus dommageable par exemple de relancer des identités visuelles à travers le temps de ceci, de cela, une fois qu'on a des bases clients existantes, alors que si on a un truc qui est nickel dès le départ, c'est tout simple, et je trouve que ça enlève une pression de fou sur comment est-ce qu'on se positionne par exemple sur la création de contenu, genre quel design on a si jamais on veut faire des posts sur Instagram, des mailing lists, enfin des emails d'update, des ceci, des cela. Ça permet d'être globalement vachement plus pratique. Donc voilà, donc ça c'était un peu les pensées que j'avais sur cet aspect marketing 101 en tant que tel. Donc définir sa strat marketing, définir sa strat de communication, explorer les canaux avec des SEO, réseaux sociaux, presse, email, etc., etc. Focus encore plus, vraiment cet aspect laser focus avec de l'analyse de la concurrence. Déterminer ses préférences individuelles et comment c'est gratuit, mesurer, itérer, allouer du budget au fur et à mesure des rentrées d'argent du produit, et puis avec ces deux hacks, globalement de lancer extrêmement tôt, même quand le produit n'est absolument pas fonctionnel, où on redirige vers des pages d'erreur ou simplement des listes d'attente, et puis cet aspect branding pour se sortir ça de la tête et se focus après ça quand il le faut sur la commercialisation du produit ou sur créer le produit une fois qu'on a validé qu'il y avait un peu d'intérêt côté client. Donc voilà, j'espère que c'est un épisode qui vous aura plu. C'était assez pratique, mais bien sûr, on pourrait parler pendant des heures de ces trucs-là avec aussi des professionnels du secteur. Là, je vous donne vraiment la perspective de quelqu'un qui fait des petits services et des petits trucs sur Internet avec un humble retour d'expérience là-dessus. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. C'est trop cool parce que récemment, du coup, j'ai rencontré plein de gens qui suivaient les épisodes au fur et à mesure, que ce soit des potes ou autres, et puis c'est assez cool d'avoir des premiers retours concrets de petits trucs qu'on enregistre. Là, c'est avant que la journée elle commence. Je suis venu 1 heure plus tôt au bureau juste pour ça. Donc voilà, donc ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis au mois prochain sûrement. Ciao.